Merci, madame. Je voudrais être franc avec vous. Le réchauffement climatique, son influence sur l'impact, son impact sur la santé, c'est pas un impact uniquement d'une personne, d'une entité. Non, c'est un hold-up, c'est un braquage en association avec tout un gang de malfaiteurs. Le deuxième, c'est la pollution. La troisième, c'est la perte de la biodiversité. Et le quatrième, c'est nous tous. OK? Bien. Enfin, nous savons qu'il y a réchauffement climatique. On le sait, les institutions expertes l'ont mesuré. Mais c'est une température moyenne globale. Il ne s'agit pas de nous sur la plage en maillot avec 1 degré de plus. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est sur plusieurs années et c'est une température de surface. Et nous savons donc que depuis l'ère pré-industrielle jusqu'à maintenant c'est le début du 21e, pardon, pas maintenant, eh bien, on a gagné 1 degré. C'est énorme. Maintenant, on en est encore à plus. Et nous savons que c'est dû depuis, nous le savons depuis le début du 19e siècle, que c'est dû à une augmentation du CO2 atmosphérique. On n'a jamais atteint, depuis 400 millions d'années, on n'a jamais atteint le chiffre de 400 particules par mètre cube d'air. Jamais. C'est peu, c'est 0,04 de concentration, mais ça change le monde. Et donc, nous savons également que c'est nous qui déversons, qui larguons plus de 103 mégatonnes de CO2, de dioxyde de carbone, chaque jour. Et nous le déversons où? Dans l'atmosphère, avec ses différentes couches, mais surtout au niveau de la première, la plus basse, troposphère, c'est-à-dire de 0 à 12 km. C'est-à-dire, c'est l'altitude de vol des avions qu'ont entrepris peut-être pour venir chez nous, certains des invités de l'étranger. D'accord? Et l'effet de serre, il existe, bina ou la rerna. Il existe, et heureusement, parce que le Soleil, il a avec ses rayons, le visible, le non visible, etc., eh bien, le Soleil et ses rayons, eh bien, ils sont réfléchis à 30% vers l'espace, 20% sont absorbés par l'atmosphère et uniquement 50% atteignent le sol. Et heureusement, car c'est grâce à cela que la température moyenne de surface du globe est à 14 degrés pour notre plus grand confort. Sinon, elle serait de moins 18 degrés globale, surface, superficielle toute l'année, incompatible avec la survie de l'espèce. Donc l'effet de serre est nécessaire. Ce qui n'est pas nécessaire est loin de là, loin de s'en faut. C'est ce qui se passe ensuite. C'est ce que nous déversons chaque année qui augmente cet effet de serre. Car tout corps réchauffé, vous le savez, il émet des infrarouges, comme le sol qui est réchauffé. Et de ces infrarouges, 5% sont renvoyés, uniquement 5% vers l'espace, et 95% sont retenus par l'atmosphère et provoquent le réchauffement climatique. D'accord. Alors, ces gaz qui donc s'accumulent au niveau par excès, c'est ce que vous connaissez. C'est le CO2, dioxyde de carbone, c'est le protoxyde d'azote connu même par les anesthésistes, et c'est le méthane. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les gaz fluorés. Ces gaz fluorés, ben, ils sont en très petite quantité. Regardez, uniquement, majorité dioxyde de carbone, et les gaz fluorés, c'est 2%. Mais ces 2%, ils ont une activité effroyable. Certains, en 10 à 100 000 fois, sont plus forts que le CO2, du point de vue activité néfaste. Okay. Alors, d'où prévient ces gaz fluorés? De l'activité de l'industrie, de l'homme. Hein? Bien sûr, c'est surtout le charbon, le pétrole, le gaz, et qui agissent à hauteur de 80%, c'est l'industrie fossile, c'est l'énergie fossile. Okay. C'est toute l'industrie du monde. Et quels sont ces pollueurs qui larguent le CO2 notamment? Eh bien, le top 10, c'est d'abord, bien sûr, la Chine, suivie par les États-Unis, puis par l'Inde, par la Russie, et enfin le Japon. C'est les 5 plus grands pollueurs. Et
ça devrait être modéré par quelque chose. Notre ami, la flore. Les arbres ont, heureusement, un métabolisme exactement complémentaire par rapport à nous, puisqu'ils absorbent le CO2 et rejettent l'oxygène. C'est pour ça que nous survivons sur Terre encore. Malheureusement, c'est en voie de destruction, la déforestation bat son plein grâce à cause de l'industrie. Et l'Amazonie, c'est le fleuve qui passe par 6 pays, mais à 60% par le Brésil, et il est appelé le poumon vert de la planète. Et l'ex-président du Brésil, eh bien, lui menaçait de détruire 60% de l'Amazone. Vous vous rendez compte? Il y a aussi un autre fleuve, c'est celui du fleuve Congo, qui est aussi de 6 à 7 millions d'hectares également, et qui agit dans ce sens. Mais la déforestation bat son plein. Ça, c'est pour le CO2. Quant au méthane, le méthane, lui, il provient, comme vous le savez, de la digestion des bovidés. D'accord? Okay. Mais il y a un gaz que vous connaissez très peu, c'est la vapeur, qui participe au cycle, vous allez voir, le cycle du réchauffement, de l'évaporation. La vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre. Donc la température monte. Elle monte, mais je suis sûr que la plupart d'entre vous ne connaissent pas les effets de cette augmentation. Il s'agit de ce qu'on appelle the wet bulb temperature, c'est-à-dire la mesure de la température associée à l'humidité. Et ça, c'est très grave. Pourquoi? Parce que notre métabolisme de lutte contre le réchauffement, pour l'homéostasie de la température, eh bien, lutte par l'évaporation de la sueur. Nous produisons de la sueur, comme lorsque nous faisons du sport ou nous avons de la température. Et cette sueur doit s'évaporer. Or, quand le degré hygrométrique dans l'air augmente, le gradient entre l'humidité de notre sueur et l'hygrométrie de l'air, eh bien, n'existe plus ce gradient. Et à ce moment-là, on a un cœur qui se bat pour vasculariser ces 1 mètre carré 60 de surface de la peau, pour qu'elle fasse son rôle de radiateur, comme dans une voiture. Il finit par s'épuiser. Et finalement, le cerveau, au lieu de recevoir 600 cc, un débit de 600 cc, il ne reçoit plus que 400. Et petit à petit, il s'épuise en même temps que toutes les défenses de l'organisme sont défaillantes. Eh bien, la température, non pas normale, unique, mais la température de la wet bulb temperature, eh bien, elle est de 34,5 au maximum. Et le corps ne peut survivre plus de quelques heures à cette température. Ensuite, il y a défaillance. 35, c'est vraiment la limite. Okay? Et cette température a déjà été atteinte à la fois aux Émirats et au Pakistan. Il y a eu des centaines de morts parce que la wet bulb temperature a été atteinte. Donc, autre chose, bien sûr, quand il y a réchauffement, il y a fonte des glaces. Eh bien, l'Arctique, la calotte glaciaire, elle fond. Regardez ce qu'elle est devenue. D'accord? Et les glaciers fondent, ils détachent de grands blocs, des icebergs, d'accord? Et en même temps, regardez ce que deviennent les glaciers. Le Mont Blanc, il y a une vingtaine d'années, puis en 2019, d'accord? Et il y a une glace que vous connaissez sûrement pas, je suis presque sûr. C'est ce qu'on appelle le pergélisol et le permafrost pour les anglo-saxons. C'est le sol qui est au-dessus d'un gel, la glace, de l'eau qui a gelé, qui peut avoir une profondeur de plusieurs kilomètres parfois, et qui, comme vous le voyez inscrit, peut revêtir une surface de 15 à 20 millions de kilomètres carrés, et 25% des terres de tout l'hémisphère nord. Quand ce pergélisol fond, eh bien, c'est une énorme quantité de CO2 qui est libérée, et surtout de l'eau qui est libérée. Et à ce moment-là, il y a augmentation du niveau des mers. Et l'augmentation du niveau des mers menace, pour ne prendre l'exemple que du bassin méditerranéen, regardez toutes les zones qui sont menacées d'inondations, des côtes, des villes. Certaines bâtisses de plusieurs étages ont été construites il y a 20 ans, loin de la mer, pour
une perspective de plusieurs dizaines d'années. Ils sont maintenant à 9 mètres dans la mer. D'accord. Il y a ce pergélisol, quand il fond, eh bien, il libère des affaissements de terrain en même temps qu'il augmente le niveau de la mer. Et surtout, cette quantité d'eau glacée, d'eau douce, donc qui se déverse dans la mer, dans les mers, dans les océans, eh bien, il perturbe ce qu'on appelle la ceinture des courants. Dans le plus important, c'est ce que vous voyez en rouge, le Gulf Stream. C'est une véritable pompe entre tout ce qui est superficiel, chaud, et tout ce qui est profond et froid. C'est un petit moteur, façon de parler, etc. Et quand il y a un déversement, comme ça s'est passé il y a quelques millions d'années au niveau de l'Amérique du Nord, et à partir du Canada, eh bien, il y a arrêt ou affaissement de cette pompe du Gulf Stream et des courants. Et ça a donné la 6e glaciation pendant des milliers d'années. D'accord. Alors, cette chaleur qui émane des mers, qui se réchauffe, je vous rappelle que tout ce qui est blanc, quand il fait très chaud, vous habillez en blanc, parce que ça reflète. Vous ne réchauffez pas, ça vous protège. Tout ce qui est sombre absorbe, donc ça réchauffe. Les glaciers, renvoient vers l'atmosphère, c'est bien. Mais les mers, ils fondent, ça crée plus d'espace maritime, et cet espace maritime, bien sûr, se réchauffe. Et alimente les nuages qui, ailleurs, se déversent en inondation partout dans le monde. D'accord. Et également, ils chargent les nuages avec du vent et de l'humidité, et ça donne des cyclones. Alors, les cyclones ont toujours existé, mais le problème, c'est qu'ils existent de plus en plus fréquemment. Au Japon, ils ont donné des noms maintenant à 14 types de tornades, d'hurricanes, ils sont dépassés même par la nomination, alors qu'en Amérique, vous vous rappelez, les Katarina, vous vous rappelez de certains noms. Et même, ils surviennent dans des endroits où ils n'avaient pas l'habitude de survenir. Dans l'Atlantique Sud, au niveau du Brésil, il n'y avait jamais eu de tornade. Eh bien, il y a un an, il y a eu le Brésil qui a été touché. Mais alors, le plus dur à supporter, c'est qu'il n'y a pas uniquement réchauffement climatique. Il faut appeler ça un dérèglement climatique. Car, eh bien, d'abord, il y a toute cette population qui est soumise à ces événements extrêmes qui vont devenir des sans-abri. Et en même temps, il y a le dérèglement qui, dans un pays, va produire des inondations et du froid, et dans l'autre, la sécheresse. Alors, rappelons, entre parenthèses, que vous savez que les océans forment 70% de la surface. Eh bien, toutes les nappes souterraines, toute l'eau souterraine, toute l'eau des mers et des océans, eh bien, fait le maximum de notre réserve en eau. Nous n'avons que 0,3% d'eau à boire, d'eau potable, que 3,5% d'eau douce dans toute la totalité. Eh bien, ces 3,5% sont complètement absorbés à 90% par l'agriculture et l'industrie. Ça fait pas bzef, tout ça. Et donc, cette sécheresse, elle sévit au niveau des sols avec des conséquences dramatiques au niveau également de la végétation, au niveau de l'eau souterraine, des nappes phréatiques, et le stress hydrique n'est pas à venir, il est là. Vous nous voyez, vous nous voyez où est-ce que nous sommes. C'est déjà le stress hydrique. Et si en 2030, et si actuellement la demande est de 4 500 milliards de mètres cubes, en 2030, elle sera de 6 900 milliards de mètres cubes, alors que uniquement 4 200 seront disponibles. Ça sera plus qu'un stress hydrique. La bataille de l'eau a déjà commencé. Et il y a même des pays qui ferment leurs rivières, comme la Chine, comme d'autres pays, en faisant ombrage, bien sûr, hydrique aux pays voisins. C'est devenu de l'or blanc. Et le corollaire de la sécheresse, c'est ces feux. Un peu partout, on ne les recense plus.
Avant de venir chez vous, pendant 3 mois, j'ai essayé d'écrire tous les événements forestiers, les feux, etc. C'est pas la peine, j'étais dépassé rapidement. Il y en a partout, là où on ne s'y attend pas. D'accord. Alors là encore, tous ces émigrants qui fuient, tous ces cataclysmes, etc. C'est donc une partie de l'humanité, 90%, vit avec de l'air qui ne répond pas aux normes de l'OMS. Maintenant, on calcule le AQI, c'est l'Air Quality Index, et avant, on mesurait uniquement les particules matter 10, c'est-à-dire inférieures à 10 particules micromètres par mètre d'air, mètre cube. Maintenant, on recherche même les inférieurs à 2,5 micromètres par. Pourquoi? Parce qu'il y a des particules encore plus néfastes, parce qu'elles sont plus petites. Vous avez leur nom ici, je ne vous accable pas avec leur nom. On sait que jusqu'à 100, c'est tolérable pour la santé humaine, ensuite ça ne l'est plus. Alors cette humanité, elle ne vit pas uniquement avec un air pollué, elle vit aux côtés d'une mer polluée par les plastiques. Et là aussi, vous avez le top 10 de tous les pollueurs du point de vue société industrielle. Hein, on est un peu étonné. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé, Danone, Philips, les chocolats Mars, c'est pour ceux qui aiment ce chocolat, etc. Sans compter les marées noires que nous ajoutons, la dernière au large des Philippines, comme vous le savez. D'accord. Avec une mer également qui est de plus en plus déoxygénée, surtout les océans profonds. D'accord. Une mer qui est également de moins en moins alcaline, donc qui est de plus en plus acide. Ce qui change tous les cosmos, toute la biodiversité. C'est pour ça que j'ai insisté au début sur cet aspect. Vous savez que les coraux, eh bien, on dépend des milliers d'organismes marins. Eh bien, ils sont en déperdition, ils sont dans un état qui est en train de disparaître. Ils vivent sur un sol, cette humanité, elle vit sur un sol qui est pollué également par du point de vue alimentation que nous essayons de produire, pollué également par les engrais azotés, ce qui fait que pratiquement 40% de nos fruits ne sont pas bio et 50% de nos légumes, etc. Okay. Au total, la pollution, eh bien, elle tuait en 2012, hein, nous sommes à 13 ans de cette époque, déjà 7 millions de morts chaque année. La moitié par pollution interne et l'autre moitié par pollution extérieure. Alors, tous ces éléments touchent bien sûr d'abord le système respiratoire. Ce sont les feux, les poussières des tornades, etc., qui augmentent l'inflammation du système respiratoire, des muqueuses, exacerbent les phénomènes allergiques, etc. C'est également les phénomènes immunitaires et allergiques qui sont exacerbés, car l'augmentation du CO2 provoque une augmentation du pollen saisonnier et surtout une fragmentation de ce pollen, donnant de plus en plus des crises d'asthme aiguës. C'est également des phénomènes cardiovasculaires. L'air polluant des feux et des événements extrêmes, eh bien, donnent des AVC, des AIT, des attaques cardiaques, des troubles du rythme, etc. Je ne vous détaille pas. Et on en parlera un tout petit peu plus longuement, eh bien, des exacerbations, des maladies transmissibles ou des maladies à transport hydrique. Tous ces vecteurs, eh bien, sont en cause. Ils sont nombreux, vous voyez, je ne vais pas vous les traduire, vous les connaissez tous. Okay. Mais que fait le réchauffement climatique? Eh bien, prenons l'exemple du virus Zika. Eh bien, plus les températures se réchauffent, plus la gamme des moustiques en cause augmente et plus la période d'incubation diminue. Ce qui fait que les maladies comme l'Ebola, pas uniquement le Zika, l'arénavirus, l'hantavirus pulmonary syndrome, le SARS et les tuberculoses multirésistantes, c'est-à-dire résistantes à plus de 2 antituberculeux,
Et le colis, la maladie de Lyme, la maladie des légionnaires, le choléra, mais également la résurgence de certaines maladies, également comme la malaria, la dengue, la leptospirose, le virus du Nil et la grippe aviaire, avec une répartition qui est en train de changer. Okay. Et ce faisant, le réchauffement également, eh bien, et ce qui est encore plus grave, eh bien, est en train de mettre à découvert parfois des armes à destruction massive. Oui, l'anthrax, dont on n'entendait plus parler. Alors, la santé mentale n'est pas en reste, bien sûr. On imagine bien que les hausses de température, les coups de chaleur, etc., eh bien, augmentent l'incidence des suicides, des comportements agressifs et surtout chez les gens à prédisposition et également tout ce qui est tornade, tout ce qui est feu et tout ce qui est inondation, eh bien, donne des désordres psychologiques du type maladie par stress post-traumatique. Alors, comment réagit l'humanité? Avec des COPS. Bravo, les COPS. C'est un serpentin. C'est un serpentin que le Maroc a abrité à Marrakech en 2001 et en Marrakech et en 2016. Hein, on en est à la COP, vous le savez, 2029 à Bakou dernièrement. Que font les COPS? À mon avis, pas grand-chose. Hein. Le plus important, c'était l'accord de Paris en 2015. Et il disait qu'il fallait absolument arriver à ne pas dépasser 2 degrés en 2100. Ça a été révisé à la hausse. À la hausse, c'est-à-dire en faisant un effort supplémentaire. Il fallait n'arriver qu'à 1,5 degré. Que dalle, que dalle. On est déjà actuellement, selon certains experts, à 1,4 et on prévoit 1,5, 1,6 en 2030. Et les prévisions, les simulations font état de certains paysages qui vont devenir familiers si la température arrive, comme certains le prévoient, à plus 3 ou plus 4 à la fin du centenaire. Eh bien, 80% des glaciers vont disparaître. La chaîne de l'Himalaya, c'est 40% de l'humanité qui s'abreuve, qui boit, parce qu'elle fait 300 km de large. Tout ça va disparaître, parce que c'est ces glaciers qui nous permettent de boire. C'est des inondations d'estuaires énormes, comme en Chine, comme en Amérique du Nord, Alors, je vais vous citer, si vous permettez, pour finir rapidement, trois figures qu'il faut rendre hommage. C'est d'abord Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Déjà, à la COP24 2018, en 2019, il avait insisté pour dire que, regardez, l'industrie, l'élevage, les bâtiments, le transport, c'est 90% de responsabilité dans l'émission des gaz à effet de serre. Le réchauffement climatique est intégralement dû à notre activité. Pas la nôtre, bien sûr, uniquement, ou à toute petite échelle, mais les grandes industries. Alors, comment réagissent? Alors, les grandes puissances que je vous ai montrées en tant que grandes pourvoyeuses et largueurs de gaz à effet de serre. Les USA, je vous ai dit 2015, c'est les accords de Paris. En 2016, l'Amérique décide qu'elle se retire. Par la voix de son président, elle se retire de la course, elle se désengage des accords de Paris. La Russie et la Chine, eh bien, aucune politique climatique, aucune. La Turquie et la Pologne, au contraire, elle est en train de fabriquer, elle prévoit dans les 5 années à venir, d'énormes centrales à charbon. Alors, on prévoit 16% l'augmentation de ces centrales d'ici 2030. Okay. Deuxième personnage, c'est bien sûr Al Gore. Al Gore qui a consacré sa vie, qui continue à la consacrer pour la lutte climatique et qui fabrique des gens comme vous. Il appelle ça des trainees. Ils ont assisté à des conférences, ils sont motivés et ils transmettent le message, ils font quelque chose.
D'accord? Et son film célèbre, c'est Une vérité qui dérange, son activité qui lui a valu le Nobel, le prix Nobel en 2007. Et la troisième, c'est ma préférée, c'est mon icône préférée. Excusez-moi, il y en a 4. Il y a Nicolas, Nicolas comment? Hulot, qui était ministre de l'économie, de l'écologie et de l'environnement, qui a eu le courage de démissionner en disant les grands lobbies empêchent tout effort, c'est pas la peine, je démissionne. Et lui, il parle de 6e extinction de masse. Et ma préférée, j'y arrive, c'est la jeune et charmante Greta Thunberg. Personne ne connaît. À 12 ans, 13 ans, elle a fait la grève, l'école buissonnière du vendredi. Et elle a été suivie par des millions de jeunes à travers le monde qui a dit « Je m'oppose à cette politique des grandes puissances et de leur industrie. Je veux préserver ma planète. » Et sa phrase qui est devenue iconique à travers le monde, « The empty promises are the same and the inaction is the same. » D'accord? Alors, comment faire? Il y a d'autres industries, vous le savez. C'est l'éolien, c'est le solaire, c'est le nucléaire, Inch'Allah, pour le Maroc, un jour. Mais il y a la biomasse également, il y a d'autres énergies. Mais ça ne va pas sauver le monde tant que Big Industry va continuer. C'est David contre Goliath, on n'y peut rien. Alors donc, on se laisse mourir. On ne fait rien. Non, excuse, on fait quelque chose. Elle peut. Elle, c'est quelques-uns parmi vous que je vois ici. Pas les gens de mon âge, bien sûr. C'est à vous de vous battre. Pour qui? Pas pour vos enfants, mais pas pour vos petits-enfants, pour les enfants de petits-enfants. Et si on fait quelque chose maintenant, il y a une génération qui est sacrifiée. Avant de démarrer, peut-être une réversibilité des phénomènes. Donc, ne soyons pas égoïstes. Il y a quelque chose à faire. Donc, on peut faire quelque chose au niveau national, et ce niveau national peut dépasser nos frontières et devenir ultranational. OK? Donc, si quelqu'un est intéressé par ce que nous faisons, nous voulons créer un think tank, eh bien, qu'il s'annonce. Monsieur Enes?